BFM Business, hors série, l'ère du client, présenté par Frédéric Simotel. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau hors-série, l'ère du client. On vous fait découvrir le digital autrement. On vous parle usage, témoignage et puis un peu techno quand même, parce que le socle de tout ça, c'est la techno. Mais le but, c'est vraiment de vous montrer comment aujourd'hui le numérique est présent partout dans nos usages. Aujourd'hui, on va beaucoup parler de retail, on va parler de relations clients, de personnalisation client, je dirais même d'hyper-personnalisation. Et on va jusqu'au bout pour essayer de mieux connaître, alors peut-être pas le client lui-même, mais des profils que l'on va mieux identifier, que l'on va mieux adresser, que ce soit dans les boutiques, parce qu'aujourd'hui, oui, ça se passe en boutique, ça continue à se passer en boutique, et ça se passe évidemment en ligne, sur les réseaux sociaux. On va en parler de tout ça. Alors, comment se différencier justement sur ce marché ultra concurrentiel? Parce qu'évidemment, quand on est une marque comme notre témoin d'aujourd'hui, IKKS, on va en reparler dans un instant, comment on se démarque par rapport aux autres? Eh bien oui, l'hyper-personnalisation du client, ça va être notre thème central aujourd'hui. Et puis évidemment, Black Friday, Cyber Monday, Noël, les soldes, tout ça, ça fait des pics de trafic dans les boutiques, mais aussi et évidemment en ligne. On en parle avec nos témoins. Je vous les présente tout de suite. Valérie Dacier, DGA Marketing Digital chez IKKS. Bonjour. Bonjour. Valérie, merci d'être avec nous. À vos côtés, Nicolas Chevalier, qui est président et fondateur de e-commerce Nation. Bonjour. Bonjour. Nicolas, vous êtes e-commerce Nation, c'est un média spécialisé sur le commerce électronique. C'est ça, vous faites tout à fait ça. À peu près 170 000 visites par mois, vous êtes présent dans 5 pays, donc vous allez être aussi notre expert autour de ce qui se passe aujourd'hui dans le retail, dans la relation client. Et puis Olivier Derrien, directeur général de Salesforce France. Bonjour. Bonjour. Olivier, et Salesforce évidemment qui accompagne toutes ces entreprises autour de ces plateformes. Il n'y a pas que on vous a connu dans le monde de la relation client, mais aujourd'hui ça s'étend beaucoup plus loin et on parle d'intelligence artificielle et on parle de tous ces sujets. Alors, je vais démarrer avec vous, Valérie Dacier, donc chez IKKS. Vous avez aujourd'hui plus de 800 boutiques à travers le monde, 300 points de vente en France, parce qu'il y a des boutiques, il y a des affiliés, il y a des corners dans les magasins. C'est plus de 3000 collaborateurs dans le monde. Et puis, alors, peut-être moins marqué plus par les soldes, par certains que par les pics de Noël. Mais en tout cas, vous êtes très vigilante sur ce qui peut se passer en ligne. Alors, je lançais l'émission en parlant de personnalisation. Vous avez un projet très concret, vous avez monté sur une personnalisation, alors pas vers un client précis, monsieur Dupont, mais un profil. Racontez-nous ce que vous avez voulu mettre en place chez IKKS. Oui, parce que la personnalisation, vous le disiez, c'est incontournable aujourd'hui. Et effectivement, soit on va traiter l'individu en tant que tel, soit on se dit finalement on va isoler dans nos clients, et en l'occurrence chez IKKS, où on a 3 lignes, la femme, l'homme et l'enfant. Le marché de l'homme est important pour nous et on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire pour répondre à un mode de consommation qui n'a rien à voir avec celui de la femme. Déjà, ce mode de consommation a beaucoup changé. Et donc, on est parti sur un principe de base qui est de dire l'homme est pressé, vous, messieurs, vous êtes pressés et pour autant, vous voulez avoir du style. Vous êtes les héros du quotidien, l'homme 3.0, mais vous n'avez pas besoin de perdre de temps. Vous avez le boulot, les copains, la maison, les enfants. Et aujourd'hui, IKKS s'est dit, il faut qu'on traite ce besoin-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a défini que cette cible, c'était celle-là, que ça répondait à un profil client, on a isolé une façon différente de structurer le site. On n'est plus top-down, c'est-à-dire c'est plus la marque qui définit que voilà, vous avez des pantalons, des vestes, des shorts. Non, on se dit le client, il a besoin d'un certain nombre de choses. Quelles sont les 25 pièces que vous tous, messieurs, vous devriez avoir dans votre vestiaire pour vous assurer d'avoir la possibilité de répondre à toute occasion. Donc, on a isolé une entrée, les 25 pièces du basique de ce que vous devez avoir dans votre armoire. En un clic, vous mettez, vous dites j'ai déjà, je n'ai pas, je veux. Ça fait un peu penser, alors je reste dans un sujet très masculin, mais les caves à vin, on vous dire voilà, la cave à vin précise, il faut avoir 6 bouteilles de ça. Absolument. C'est un peu ce l'homme a besoin d'une forme de recommandation. Il y a peut-être 40 ans, il venait avec sa femme en boutique, en début de saison, il faisait tout. Bon, ça a beaucoup changé, mais en même temps, il n'est pas toujours assuré du style, il a besoin de recommandations. Deuxième façon de recommander, c'est de se dire, vous croisez tous des hommes dans la rue et vous dites, celui-là, je le trouve stylé. Bon, on s'est dit, il y a 13 looks fondamentaux qui sont à avoir dans son armoire et là on les met en ligne avec des très jolis flatlets, c'est-à-dire des photoshoots par-dessus qui les met très en valeur et en un clic vous achetez le look en une seule fois, vous mettez vos tailles qu'une seule fois, on les mémorise pour tout votre parcours. Vous êtes allé les chercher où ces looks-là? Dans la rue. Dans la rue, on s'est dit tiens, voilà, quand on prend un homme avec, alors on est plutôt sportswear dans ce cas-là, mais il a sa chemise à carreaux, le t-shirt blanc, le petit blouson en cuir, le bonnet parce qu'il fait un peu frais déjà
à Paris en ce moment. Un bon jean un peu brut, un peu délavé, et puis des boots. Bon, ben voilà, ça on considère, quand on le croise dans la rue, c'est un look stylé. Peut-être que vous ne sauriez pas le constituer avec votre propre garde-robe. Là, en un clic, on vous le propose, vous l'achetez, et puis vous le recevez très rapidement. Troisième levier, c'est d'aller encore plus loin, c'est de dire vous avez des moments de vie, c'est-à-dire que vous allez au sommet du digital à Biarritz, 3 jours, on vous fait la valise directe. En t-shirt, en jean. Voilà, on vous met tout ce qu'il vous faut dans votre valise et encore une fois, en un clic, c'est acheté. Et puis on est allé plus loin parce qu'il y a un besoin de conseils. On s'est rendu compte qu'il y avait un nombre de requêtes sur Google sur comment nouer sa chemise, nouer sa cravate, pardon. Tout ce questionnement, on y répond à travers une chaîne YouTube sur laquelle on a pris un jeune homme qui s'appelle Aurélien et qui donne ses tutos mode très pédagogiques sur les différentes façons de nouer son chèche, sur comment lasser ses baskets pour être stylé, les 4 façons de nouer ses baskets. Ça a pris combien de temps pour monter tout ce projet entre le moment où vous dites allez on va faire ça, on va faire ces 24 pièces maîtresses, ces 13 looks, ces moments de vie pour notre clientèle masculine, entre le moment où vous dites c'est parti, allez, faut le faire, enfin on l'a bien réfléchi, il faut y aller, et puis le moment où aujourd'hui on va sur le site et on a tout ça. Alors très étonnamment, le time to market, il est hyper court. On a mis 5 mois. C'est-à-dire entre le premier slide conceptuel et la sortie le 8 octobre dernier, on a mis 5 mois. Ça s'appuie sur 2 critères fondamentaux qui sont liés au digital. C'est quelle est l'organisation qu'on met en place en interne pour faire qu'un projet de cet ordre-là prenne vie et comment on mobilise l'ensemble des équipes, le produit, l'IT, le digital, le marketing, pour que d'un seul coup, tout le monde s'active en même temps sur ce projet. Et puis après, c'est parce qu'on a des partenaires de qualité qui font que ce type est technologique qui permet de réaliser très rapidement ce qui se fait dans une tête comme ça conceptuellement et d'un seul coup on doit le traduire en flux, en technologie, en outils d'aide à la décision pour le client. Et est-ce que ça traduit, parce qu'on le sait avec quand Olivier Dernier vient nous voir, on parle souvent de ça, du phygital, les magasins, on est à la fois magasin et sur les sites internet ou sur le site mobile. En tout cas, est-ce que ça c'est quelque chose qu'il a fallu aussi décliner dans les boutiques? Je dis, il y a plus de 300 points de vente en France, 800 dans le monde. Est-ce que sur ces 300 points de vente en France, on peut retrouver ces 13 looks, je sais pas, des photos, des écrans qui diffusent sans cesse ces modèles? C'est, pour une marque qui vient comme nous du premium, on est là pour raconter des histoires aux clients. Et donc, si d'un seul coup vous avez quelque chose sur le digital que vous n'avez pas en magasin, ça n'a aucun sens. Il y a un point de rupture dans la chaîne de valeur de l'entreprise. Donc, tout ce que je viens de vous raconter a vie en magasin. C'est-à-dire qu'il y a un portant dans le magasin qui est réservé sur les 25 basics. On retrouve toute cette garde-robe qui est toute prête. On a l'ensemble des photos des 13 looks en cabine. C'est bien quand vous êtes en cabine, vous pouvez dire est-ce que vous pouvez m'apporter le look 12 par exemple. Et on retrouve les tutos en vidéo sur les écrans, dans des petits leaflets qu'on met dans les sacs. On est vraiment dans donc on a un parallélisme total, absolument. Nicolas Chevalier, justement, on parlait de cette personnalisation. Est-ce qu'il y a des étapes à respecter quand on voit le projet? Ça s'est fait en 5 mois, ça s'est fait si vite. Il faut une bonne réflexion de départ, on imagine, mais derrière, quand vous voyez les entreprises, les étudier qui se lancent dans des projets d'hyper-personnalisation, voilà, qu'est-ce qu'il faut pas rater comme étape? Totalement, on a vu un échantillon avec IKKS, Valérie nous l'a expliqué, c'est-à-dire qu'on a une personnalisation qui n'est pas individuelle, mais qui va être par rapport au profil. Donc la première étape, c'est de définir des personas. Quels sont mes clients, quels sont les clients clés et les différents profils. Donc d'être capable de les identifier dans un premier temps, quelles sont leurs envies, leur motivation d'achat, est-ce que c'est un achat impulsif ou est-ce que c'est un achat réfléchi. Bref, de rassembler énormément d'informations. Tout l'arbre de décision. C'est ça, dans un premier temps, se concentrer sur le profil du consommateur. La deuxième étape est un petit peu plus sur l'aspect du parcours d'achat. Quel comportement ces personnes-là vont chercher? Est-ce qu'ils vont acheter en boutique? Est-ce qu'ils vont chercher en ligne? Quelle synergie ils vont trouver entre ces deux leviers. Voilà. Suite à ça, on peut comprendre et de se dire, ok, je peux actionner des leviers ou des mises en place comme des dispositifs de packager un look, de faire des offres promotionnelles pour ces périodes-là. Mais véritablement, je pense que la logique, c'est de comprendre ces datas et puis de les contextualiser par rapport à ces logiques de comportement et de personnalité du consommateur.
Olivier, je disais ce lien entre le monde physique, le monde digital, là on en a un exemple. Aujourd'hui, pour vous, c'est quoi les recettes justement pour vraiment avoir, on le voit, hein, là on retrouve ces 13 looks, on les retrouve en boutique, mais il faut vraiment, est-ce que vous avez encore vous des exemples de gens qui différencient encore un peu les deux, même des petites différences, alors que il faut presque réagir sous une marque ombrelle et puis on pousse vers le mobile, vers les réseaux sociaux. Oui, deux observations. À travers cette histoire, on voit que deux éléments sont fondamentaux. La vitesse. Donc c'est plus 2 ans ou 3 ans pour mettre en œuvre des projets, mais c'est plus 5 mois à 12 mois chez tous nos clients, c'est ça. Oui. Ensuite, la simplicité d'utilisation. Parce que en fait, tous les usagers, tous les utilisateurs vont demander des choses simples. Et si j'en rajoute un, c'est la cohérence entre le monde digital et le monde physique. Et quand on a dit ça, c'est les vecteurs de l'équation. Maintenant, on a parlé de site web ou de e-commerce. Tous nos clients nous demandent aussi que ce soit intégrable avec les gens qui vont faire du service client, par exemple, ou avec les gens qui vont sur le terrain réparer des choses. Dans certaines sociétés, ça arrive. Et donc d'avoir la possibilité que ça marche bien sur un projet e-commerce, mais en même temps d'avoir une vision plus globale. On appelle ça, nous, la vision 360 en fait, du client, que tout le monde partage bien la même définition et la même vision des personas ou des clients pour que dans l'entreprise, on travaille mieux ensemble. Et Valérie nous l'a dit, ça commence par définir, travailler en équipe avec des gens qui sont dans des services différents et qui ont envie de travailler ensemble. Donc c'est une révolution en fait culturelle dans chaque entreprise. Eh bien, ça enchaîne sur ma question suivante, Valérie. Pour Valérie justement, parce que la frontière entre, on vient de le dire, entre l'internet, le physique, elle n'existe plus aujourd'hui. On fait du commerce. Client, en tout cas. Oui, on fait du commerce, point final, quoi. Et c'est vrai qu'on a pensé à un moment que les boutiques allaient disparaître, puis finalement non. Et puis voilà, on le voit tous, on va commander en ligne, et puis un beau jour, on n'a pas envie de commander en ligne, on va en boutique, et puis voilà, et où on fait un peu des deux. Ça s'est passé comment le message en interne, justement, pour expliquer aux boutiques, attention, on investit, mais c'est pas pour ça que les gens vont aller en ligne, parce que voilà, il y a quand même cet effet changement de culture, changement de s'approprier un peu. Les boutiques se disaient, attendez, c'est nous qui devons vendre Internet, c'est un peu c'est le deuxième canal. Et aujourd'hui, non, le canal unique, c'est la marque qui doit vendre. Alors c'est très différent dans beaucoup d'entreprises. Ça dépend aussi de la maturité du volume du e-commerce dans la boîte. Quand le e-commerce est tout petit, c'est relativement... On le rappelle, c'est environ 350 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. KKS Group. Et Internet, vous communiquez sur le... On est aux alentours de 15% du business. D'accord. On fait à peu près 20 millions de visites annuelles. Donc ça commence à devenir lourd. Alors chez nos clients, on voit entre 1 et 35%. Oui. Il y en a un moment l'autre jour qui m'a dit je veux que ça soit 100% assez vite. Bon. Mais non, mais autant ça fait un challenge des objectifs. Mais exactement. Donc ça se passe, j'ai envie de dire, il y a deux piliers de l'explication. Le premier, c'est que les entreprises viennent de silos, puisque le digital est arrivé après coup, donc on a fait un silo digital, puis il y a le retail, et puis bon. Et donc, il faut expliquer que le client, lui, il n'a jamais eu de silo dans la tête. Il est omnicanal par définition. Donc si on ne le devient pas, on ne sera jamais customer-centric. Donc il y a une première démonstration par l'exemple du client. Et la deuxième, c'est de montrer tout simplement que le digital est au service de la marque. Il y a un site e-commerce, 60% en moyenne sur nos marchés prêt-à-porter, 60% des visites sur un site se font pour aller finalement acheter en boutique. Ouais. Donc de fait, on est le plus gros apporteur de trafic des boutiques. Donc quand on leur explique ça, et qu'on leur dit la satisfaction de notre client, omnicanal, celui qui n'a plus de couture, qui peut aller à droite, à gauche, il change d'avis, peu importe, on est à son service, et ça résulte de notre capacité à être poreux technologiquement, donc ça c'est un énorme défi, et que les équipes de vente travaillent pour un chiffre d'affaires global, et ça elles l'entendent parce que l'omnicanalité c'est un certain nombre de services, et ils sont assez équilibrés. Quand je fais un click and collect, c'est du chiffre d'affaires web qui se récolte en boutique, mais c'est du chiffre d'affaires web. À l'inverse, la e-réservation, on utilise le site, mais c'est payé en boutique, et donc ces différents services se compensent et s'équilibre en boutique, et c'est tout le message qu'on passe aux équipes. Par contre, c'est un accompagnement du changement qu'il ne faut surtout pas négliger. Et il y a aussi autre chose, pardon Nicolas, et ensuite je vous passe la parole, ça veut dire autre chose aussi, c'est que là, ça s'appuie sur un socle technologique, plateforme, Salesforce en l'occurrence, mais l'outil n'est pas là pour tout résoudre, il faut penser tout ça avant.
C'est pas parce qu'on va mettre un outil en se disant ils sont super, ils ont des connecteurs partout, le site web, les boutiques, la logistique, et puis hop, on installe tout ça. Il faut que si vous aviez des problèmes avant, il faut qu'ils soient réglés de logistique, de retour magasin, enfin de tout ce qu'on peut imaginer. L'outil, il reste toujours au service du client et de la boîte. Ça n'est qu'un outil. Par contre, il faut conceptualiser ce qu'on veut donner au client pour faire que les outils parlent. Et aujourd'hui, quand on fait parler l'outil digital, le CRM, le retail, donc l'encaissement, l'orchestrateur de stock, la logistique, le service client, c'est... Selon les entreprises, 3 outils, chez certains, c'en est 6. Il faut faire et c'est un énorme travail. Sauf que quand on se focus que sur une dimension IT, on en oublie le cœur du message, qui est la qualité de ce qui se passe pour le client dans la vraie vie sur le terrain. Et donc, le travail des gens du digital comme moi, c'est de faire travailler l'IT, qui a une dimension technologique, de pérennité des systèmes, avec des équipes marketing et du retail, qui, elles, ont un savoir-faire terrain. Et de faire que l'un soit bien au service de l'autre et pas l'inverse. Nicolas ? Ça, c'est un point extrêmement important parce qu'aujourd'hui, on parle énormément de data. Pour toutes les entreprises, la data, c'est la clé, la personnalisation, aussi pour le consommateur. Mais nous, en tant que consommateur, on ne veut pas être sursollicité par des messages qui sont ultra intrusifs. Ce qu'on veut, c'est anticiper, mais aussi contextualiser. Et je pense que tu as dit quelque chose qui était vraiment très important, c'est le vocabulaire. C'est que cette data, elle parle et qu'elle a un sens. En fait, on peut avoir de la donnée avec son CRM, on peut collecter énormément de données, mais après, c'est comment on va l'articuler à travers ces équipes. Et là, il y a une autre brique qui est une logique de culture, une culture d'entreprise qui est plus tournée vers la data. Et là, on voit des exemples de sociétés qui se développent très rapidement, comme Mano Mano. Mano Mano, ils ont une culture très prononcée sur cet aspect de data, où ils vont mettre de la data à disposition de toute leur équipe pour qu'ils puissent comprendre le comportement de l'utilisateur, que ce soit les développeurs, les marketeurs, les commerciaux. Mais du coup, c'est vraiment un changement de réflexion au niveau des entreprises. Et on voit ceux qui se développent de plus en plus, c'est ceux qui ont appréhendé cette data, mais aussi qui lui donnent un sens et une vision. Juste un mot, Olivier, là, peut-être pas sur ce projet en particulier, mais quand même sur l'ensemble de ces projets, parce que c'est une question qui nous revient souvent quand on parle de ces sujets-là. Qu'est-ce qu'on fait du legacy là, quand on est comme ça voilà, on recrée, on revoit le site web, on revoit tout ça. Il y a un système existant, je pense qu'il y en avait un aussi chez IKKS. Comment on fait pour... Voilà. Alors, il y a ceux qui ont le plaisir de démarrer de la feuille blanche, et généralement, c'est des nouvelles sociétés, des startups ou des scale-up. Et puis, il y a ceux, la majorité, qui ont un héritage. Et il faut concilier, en fait, la rapidité de mise en œuvre de ces projets avec l'intégration, sans omettre l'intégration avec d'autres applications qui existent dans l'entreprise, comme par exemple la facturation. Et à ce titre, la brique intégration est à ne pas négliger. Nos clients... Il y a des pièges, il y a des risques. Il y a des pièges, c'est que ça soit ralentisseur de toute l'affaire. Donc il ne faut surtout pas oublier de réfléchir à ça. Maintenant, quand disait Antoine sur la data, si je peux me permettre, enfin la data c'est l'essence de l'intelligence artificielle. Grâce à la data et avec le volume de data qu'on a, tous nos clients nous demandent d'avoir dans nos technologies de l'intelligence artificielle qui va proposer de façon simple des choses aux utilisateurs pour gagner du temps. Qui va jouer le rôle de catalyseur finalement entre tout le monde. Exactement. Et puis, un écosystème. Nous, on investit dans l'écosystème français. Par exemple, Arkeneo, une société de Nantes, dans le PIM, c'est le catalogue produits évolué, qui est très connecté avec l'e-commerce. Une société, tout à l'heure, on parlait de Google, mais il n'y a pas que Google comme moteur de recherche. Il y a, rappelle-moi le nom, Algolia, cette société française qui a levé 110 ou 100 millions. Américano-française, on va dire. Américano-française, mais on a investi. D'origine française. Et on a investi, nous, dedans. Nous, Salesforce, on a investi dedans. Et nos clients nous demandent de les aider à connecter justement à intégrer plusieurs solutions. Un moteur de recherche. Et on ne peut pas oublier qu'il y a 1 an et demi, Salesforce a investi 6 milliards de dollars pour acheter une société dans l'intégration, pour accélérer l'intégration, une société qui s'appelait Mulsoft. Oui. Alors justement, Valérie, autour de cette data, ce que disait Nicolas, c'est ça. Puis ce que je disais un peu à l'instant, c'est cette data, c'est le catalyseur. C'est à partir de cette donnée client. Alors il faut savoir comment on la traite. Tiens, mais juste un mot, vous aviez beaucoup de legacy ou vous êtes reparti d'une feuille blanche ? Non, on a, mais je crois comme beaucoup de la legacy. Après, franchement, ça se fait, mais il faut le faire avec détermination et un peu de bon sens. Voilà. Et alors sur cette data, alors comment on l'extire, on la contrôle, on la diffuse aussi, parce que ça aussi
c'est quelque chose qui peut être nouveau dans la culture. Hein. Avant, c'était les commerciaux, les marketing qui avaient la data. Et puis, la data, c'était le reste, pouvoir. Travaillait, faisait en sorte que l'entreprise fonctionne. Mais aujourd'hui, il faut la partager. Alors déjà, il faut la collecter. Donc, mais la technologie fait des pas de géant tous les jours en ce moment sur la data. On a des vecteurs de collecte de data immenses. On a des outils pour les recevoir. On a des outils pour... Des data scientists, il a fallu recruter des gens comme ça. Alors oui, moi, dans l'équipe, on a un pôle data que je n'avais pas dans d'autres équipes, dans des boîtes précédentes, et effectivement, qui crunch la data pour répondre à des problématiques opérationnelles. Alors c'est soit on est en analyse de ce qui se passe pour pouvoir réagir en cours de route sur une opération commerciale, par exemple, soit on est en anticipation en disant, on veut parler d'X-Men, le fameux homme, allons cruncher un peu de données pour savoir ce qu'on peut en retirer. Alors en même temps, je fais quand même partie des réacs. Oui. Moi, il en faut un peu. Il y a évidemment ce qu'on appelle la big data. Ça, on en entend tous parler. Moi, je préfère parler de la smart data, parce que la big data, la data tue la data. C'est-à-dire que quand on en a trop, on se noie aussi. On s'éparpille, oui. Et puis surtout dans des métiers comme les nôtres, sur un marché du premium, la relation humaine et l'individu est fondamental. Et le risque que je vois dans l'hyper-personnalisation dont vous parliez tout à l'heure, c'est que finalement, on standardise une relation qu'on veut ultra-personnelle, parce qu'en utilisant des outils de data, on enlève tout ce qui fait la particularité de véritablement la relation humaine. Ces 13 profils, je ne vais pas aller plus loin. Je m'oriente là-dessus. Alors, là, c'est ce qu'on fait. On est en force de recommandation. Mais quand on va plus loin, c'est-à-dire qu'on personnalise des newsletters de manière très pointue, parce que la personne est allée voir telle et telle chose avant. Aujourd'hui, on peut faire des choses extraordinaires. Le risque que l'on a, c'est que l'on perde ce qui fait, en tout cas dans nos métiers, puisqu'on a des magasins, alors c'est la femme du digital qui vous dit ça, heureusement on a des magasins, c'est de perdre la réalité du terrain et la finesse de la relation avec le client. Personne d'autre que ma vendeuse saura que cette dame vient d'avoir son fils qui vient de passer le bac et qui vient d'avoir son bac et qui va le féliciter. Ça, la big data nous le donnera jamais. Oui, non. Donc, alors, vraiment le jour, on sera très surveillé. Donc il faut faire le bon équilibre entre utiliser la data au service d'une meilleure relation avec nos clients versus utiliser la data pour standardiser une relation qui devient inhumaine. Oui, Olivier, et je voulais vous entendre parce que vous aviez d'autres exemples. On avait vu lors du Salesforce, surtout, il y avait Adidas, Alinea, Esprit aussi, qui sont un peu dans ce Là, je pensais contexte. Aussi à Louis Vuitton, par exemple, parce que c'est un des systèmes de clienteling pour permettre aux vendeurs ou aux vendeuses dans les magasins d'avoir Eux ne sont pas habitués. C'est important de le dire, parce que autant la IKKS, Adidas sont habitués à aller vers ce client. Louis Vuitton, on était un peu dans un d'avoir la possibilité d'avoir la conversation pertinente au bon moment, grâce à un système qui va proposer et dire des choses avant que la conversation commence. Mais ça ne remplace pas la conversation. Ça aide à avoir la conversation pertinente et la différence va se faire sur l'humain. Mais par rapport à votre question, plus précisément, oui, Alinea, Adidas. Adidas, c'est 100% des ventes aujourd'hui avec les magasins électroniques. Il y a à peu près 25% en B2C. Donc c'est le plus gros magasin du monde, et 75% c'est les magasins qui achètent, mais qui ont aussi besoin d'outils d'ailleurs informatiques, de sites web pour acheter à Adidas et pour faire livrer les stocks. Donc on travaille beaucoup avec eux, et Alinea, c'est eux qui intègrent bien la partie e-commerce avec la partie service et la partie clienteling. Donc ce sont des exemples frappants de ce qui se passe sur le marché, en particulier en France. Alors Adidas, c'est plus en Allemagne qu'en France, mais en fait c'est dans tout le monde. Mais des exemples dont on peut être fier en France, je pense. Nicolas, cet univers où on cherche aussi à faire cette hyper personnalisation des clients, c'est un domaine aussi, il y a beaucoup de co-construction. On y va plus forcément. Également, je pense. Alors avec un partenaire technologique là en l'occurrence là pour IKKS. C'est un gros sujet. Je pense que c'est l'aspect d'authenticité. Pourquoi ? Parce qu'on peut faire de la personnalisation à outrance, mais si vous recevez tous les jours exactement le même message et que vous avez besoin de ça, ça ne vous intéresse pas. Ce que vous avez besoin, c'est un message authentique. Ça veut dire que quelqu'un peut l'incarner, que ce soit un influenceur, une personne réelle avec une histoire ou un proche. Et du coup, on constate qu'aujourd'hui, une société, c'est plus une boîte noire, c'est un écosystème. C'est-à-dire qu'on va travailler avec ses clients. Comment les rendre ambassadeurs pour qu'ils prennent des photos, pour alimenter sur mon site e-commerce. Je prends des exemples, par exemple, Eram le fait très bien. Ils ont une possibilité d'identifier les produits sur Instagram et après de les intégrer sur leur site comme un flux d'images. Donc au final, le consommateur, il fournit du contenu pour la plateforme et ça alimente, ça les transforme en tant qu'ambassadeur. Et du coup, ces logiques-là sont beaucoup plus fortes pour un consommateur parce que
j'ai pas juste du contenu qui est poussé, j'ai du contenu qui est approuvé par d'autres clients. Ouais. Et je fais partie d'une communauté et du coup, là, je vais avoir une personnalisation qui va être massive parce que je vais pouvoir interagir avec d'autres ambassadeurs et avoir un retour que la marque ne peut pas forcément faire aujourd'hui. Valérie Dacier de chez IKKS, ça veut dire aujourd'hui vous en êtes là ou c'est les prochaines étapes de votre développement, d'avoir des influenceurs, tout ça qui viennent aussi s'intégrer, Absolument, même oui. des clients qui vous disent bah, tiens moi j'ai repéré un nouveau look, tiens un 14e look. Oui, alors on est vraiment dans une démarche de co-construction. Alors en termes de marketing, on va lancer, je pense, un très beau projet innovant de co-construction, même en termes de produits. Donc aujourd'hui, le client a pris le pouvoir. On n'est plus dans une relation où la marque délivre un message et amène le message chez celui-là à adhérer. Non, aujourd'hui, le client porte aussi son œil sur ce qu'est la marque. Et donc, du coup, on est obligé de jouer et d'utiliser tous ces vecteurs d'information. Et effectivement, les clients sont les meilleurs recommandeurs de la marque, plus que la marque aujourd'hui. Et c'est ce que dit Olivier. Je crois que le nom de cette émission est approprié. Oui, l'ère du client. L'ère du client, le client au centre de toutes les réflexions, il est en train de prendre le pouvoir. E-commerce, B2B, B2C, c'est fondamental, c'est un axe fondamental chez tous nos clients et donc on a investi considérablement dans le CRM, ça fait partie du CRM et la vision intégrée globale est aussi là et chaque client le fait pas à pas, à son rythme, pour qu'en final ça soit bien intégré dans l'entreprise. Et un mot aussi, tout petit mot, les questions environnementales, parce que ça aussi, ça commence à faire son... Les questions environnementales, on en a parlé avec Valérie juste avant, c'est clé. C'est tellement clé que nous, on vient d'introduire une nouvelle offre à notre catalogue il y a 2 semaines, ça s'appelle Sustainability Cloud en anglais. C'est pour aider tous nos clients à mesurer leur empreinte carbone et leur progrès semaine après semaine, mois après mois, sur ce domaine, parce que c'est fondamental qu'on soit des exemples tous dans ces domaines. Ça, c'est un des points importants. Bon, voilà, on aurait pu vous parler encore de tout ce qui va arriver encore dans le retail, hein. La voix, la commande à la voix depuis son ordinateur, la super mobilité aussi. Aujourd'hui, on est tous des clients archi mobiles, archi connectés. Merci à tous les trois, Valérie Dacier d'IKKS, Nicolas Chevalier de e-commerce Nation, on dit en anglais ou en e-commerce Nation, e-commerce Nation, et Olivier Derrien de Salesforce. Merci. On peut dire en français, en anglais, on le dit de la même façon. Merci de nous avoir suivis pour ce hors-série Air du client. Vous pouvez bien sûr retrouver en replay sur les bons sites internet. Et nous, on se retrouve à très bientôt pour un nouvel épisode hors série. Puis on en a déjà fait un bon paquet. Les fouiller sur internet, vous allez nous retrouver sur tous les métiers autour du client. Merci de nous avoir suivis et restez avec nous sur BFM Business. BFM Business, hors série, l'ère du client.